Que connaissez-vous de la Chine? Les 9,6 millions de kilomètres carrés de son vaste territoire ou les 3 millions de kilomètres carrés de ses immenses mers? Ces paysages aux 4 saisons alternées ou une symphonie de glace et de feu? Quittant le sol et planant dans le ciel tel un oiseau, vous aurez une vue au-delà de votre imagination. On part pour des endroits ordinairement inaccessibles, afin de voir des merveilles réservées au ciel. Vu du haut, même les paysages les plus familiers changent sur cette terre où se déroulent nos vies quotidiennes. Du plus proche au foyer lointain, de la géographie naturelle à l'histoire humaine, un voyage aérien de 50 minutes vous donnera une expérience ultime inédite. Maintenant, commençons notre aventure dans le ciel. La province du Shanxi se situe à l'intérieur de la Chine. Les monts Qinling la traversent horizontalement. La partie au sud des monts se nomme Shannan et elle offre un paysage digne du sud du fleuve Yangtze. Au nord, on retrouve la plaine Guanzhong. C'est une plaine extrêmement étendue. Plus au nord encore, c'est Shanbei, la zone centrale du plateau de l'Os. Notre voyage commence par la profondeur des monts Qinling. À l'intérieur du mont Taibai, nous sentirons la puissance des mouvements de la glace et nous aurons une rencontre intime avec des animaux précieux. Dans les nuages, nous chercherons les traces des ermites. Nous grimperons la pente dangereuse de la montagne Huashan et rejoindrons les autres challengers de la haute altitude. Une longueur de plus de 1600 km. Voici ce qui distance les extrémités est et ouest des monts Qinling. Ils sont un tiers plus longs que la chaîne des Alpes, la plus longue chaîne d'Europe. Les monts Qinling se situe horizontalement au milieu de la Chine, comme un paravent naturel. En hiver, il est difficile pour l'air froid de descendre vers le sud en les escaladant. En été, ils empêchent l'air chaud et humide d'envahir le nord. Grâce au mont Qinling, la Chine possède deux parties distinctes, le nord et le sud. Le mont Taibai est le sommet le plus élevé des monts Qinling. Auparavant, c'était une zone pleine de glaciers et il a participé au mouvement de la glace il y a 120 000 ans. À ce moment-là, les catastrophes ont fait mourir de nombreux êtres vivants dans beaucoup de régions. Heureusement, la zone montagneuse des monts Qinling a préservé quelques espèces anciennes. En 1978, une équipe d'enquête a reçu une mission, celle de retrouver en Chine une espèce d'oiseau disparu depuis longtemps. Cet oiseau est l'ibis nippon. En 3 ans, après avoir parcouru 50 000 km, l'équipe n'a trouvé que 3 plumes. Au final, par chance, elle a retrouvé dans la province du Shanxi les 7 ibis nippons qui étaient les seuls de cette espèce dans le monde.
L'ibis nippon est apparu sur Terre il y a des dizaines de millions d'années. L'ibis nippon aime bien picoter les petits vers dans les champs de riz. Et pour les protéger, les gens ont restauré les champs de culture sèche dans les rizières. Grâce à la protection humaine, ici, il y a plus de 1700 ibis nippons. L'avion monte encore plus haut dans le ciel et nous entrons dans le territoire des pandas géants. Dans les monts Xining vivent plus de 300 pandas géants sauvages. C'est le lieu où nous pouvons trouver le plus facilement les pandas géants qui vivent dans un environnement sauvage. Xizai, vivant dans la réserve naturelle, est le seul panda géant brun sur la planète. Les gens plaisantent en disant que les pandas géants arrivent enfin à avoir une photo en couleur. Jusqu'à maintenant, seuls 5 pandas géants bruns au total ont été vus et ils vivaient tous dans les monts Xining. Peut-être que la couleur brune est le code génétique particulier des pandas géants qui habitent ici. Les pandas géants bruns peuvent avoir des bébés pandas noirs et blancs. Donc, on ne sait pas encore la couleur des bébés de Xizai à l'avenir. Quittant le territoire des pandas géants et montant encore plus haut, nous arrivons dans le paradis des singes dorés, qui se situe à une altitude d'à peu près 2000 mètres. Dans les monts Xining, l'hiver est long et froid. La source d'aliments est un problème pour les singes dorés. Chaque matin, les soigneurs trouvent les lieux de repos des groupes de singes dorés et les attirent au point de repas défini. Ils répètent ce processus 3 fois à heure fixe, tous les jours. Néanmoins, il semble que les singes dorés préfèrent trouver eux-mêmes de la nourriture. En été, il y a plein d'aliments dans la forêt. Donc, il y a moins de singes dorés qui viennent au point de repas. Un jour, un monstre est entré dans le district de Phoping et son arrivée a terrifié tout le monde. Les policiers qui sont venus rapidement l'ont chassé avec leur voiture et ont réussi à le faire retourner dans la forêt. Ce soi-disant monstre est un taquin. En fait, le taquin n'est pas affilié à un bovin. Par rapport à sa parenté, le taquin s'approche plus des ovidés et ses bêlements ressemblent bien à ceux des ovidés. En général, les taquins habitent dans les forêts intenses, à haute altitude, et normalement, il est difficile de les voir. Il est fort probable que ceux que nous voyons aujourd'hui sortent pour chercher à manger. Le taquin est un animal social, mais si vous rencontrez un taquin tout seul, faites bien attention. Peut-être que ce taquin aura connu un amour malheureux et qu'il en sera irrité. Continuons notre vol. Nous arrivons au milieu des monts Xining. Chacun choisit sa propre façon d'exercer la vie selon sa propre volonté. Ici, le festin et la débauche se transforment en une vie tranquille et simple. Les ermites se cachent et vivent dans les forêts intenses du mont Zhongnan.
Depuis les dynasties Sui et Tang, la tradition de réclusion a persisté. Il y avait des centaines d'ermites qui y vivaient il y a 20 ans, et maintenant, ce chiffre est de plus de 5000. Si nous nous envolons du milieu des monts Qinling au nord-est, nous voyons un groupe de grosses pierres. Voici la montagne Huashan. Le granit, qui fait un ensemble parfait, s'élève directement de la formation souterraine et devient la montagne la plus particulière des monts Qinling. Beaucoup de gens ne veulent escalader la montagne Huashan qu'afin de découvrir à quoi ressemble le sommet, puisqu'au sommet de la montagne se sont déroulés de nombreux duels entre les grands maîtres d'arts martiaux dans des romans. Avec l'aide de chaînes en fer, la plupart des touristes peuvent y accéder. Il y a également des touristes qui choisissent de monter en télécabine. Il y a même des touristes qui ont envie de tenter l'aventure et qui se mettent au défi sur les précipices. C'est une montagne difficile à vaincre. Avant le 7e siècle de notre ère, il n'y avait presque personne qui pouvait accéder au sommet. Plus tard, les taoïstes ont réussi à tailler un sentier. Et ce passage est ce que l'on appelle le seul sentier de la montagne Huashan depuis l'Antiquité. Suivant la rivière Weihe, nous pouvons trouver les traces du développement de l'Empire Qin. Sous la terre repose le premier empereur, Qin Shi Huang, et son monde éternel. Nous envolant au-dessus du passage droit et de la Grande Muraille, nous pouvons découvrir la fine disposition de l'Empire Qin. La dynastie Tang a créé un autre comble. Du mausolée de Tianning à la ville de Xi'an, nous allons découvrir comment une ville peut créer un merveilleux empire. La rivière Jinghe et la rivière Weihe se rencontrent ici, et de cette confluence naît le proverbe « être très distincts l'un de l'autre ». La limpidité et la turbidité de la rivière Jinghe changent et alternent souvent selon les saisons. En été, pendant la saison de pluie, le sédiment des deux rivières est très haut. Les limites entre les deux rivières sont peu claires. En hiver, pendant les périodes d'étiage, le sédiment de la rivière Jinghe va connaître une grande chute et atteindre 1/1000 de celui de la saison des pluies. À ce moment-là, les deux cours d'eau forment la scène emblématique de la distinction de deux rivières. La rivière Weihe, après avoir accepté son plus grand affluent, la rivière Jinghe, s'avance lentement vers l'est pour rejoindre le fleuve Jaune, sa destination. Les habitants de la province du Shaanxi considèrent la rivière Weihe comme la rivière maternelle. Ce n'est pas seulement parce qu'elle est le plus grand affluent du fleuve Jaune, mais aussi parce qu'elle a créé une plaine alluviale de 36 000 km² pendant des dizaines de millions d'années, grâce à la grande quantité de sable qu'elle apporte. À l'origine, le titre élogieux de Terre d'abondance désigne la plaine Guanzhong. Dans le passé, cette plaine a engendré un miracle, l'émergence de l'Empire Qin. Aujourd'hui, les images des soldats de la dynastie Qin sont encore reproduites. Les ateliers
où sont faits ces soldats en terre cuite, en différentes tailles, dont les plus petits n'ont que quelques centimètres et les plus grands atteignent 3,6 mètres. Ces derniers sont faits spécialement pour le tournage de films. Les modèles, selon lesquels on reproduit les soldats en terre cuite, viennent de ces 3 grandes fosses. Environ 8000 soldats en terre cuite composent une grande armée souterraine sans précédent et ils représentent les véhicules de l'imagination humaine de l'Empire Qin. À 1500 mètres, à l'ouest des soldats en terre cuite, il y a une pente de 87 mètres et une butte qui cache l'entrée du mausolée de l'empereur Qin. Sous la butte se cache un palais souterrain où gît éternellement le premier empereur Qin Shi Huang. Selon les informations laissées par Sima Qian, dans le plafond du palais souterrain sont incrustées des pierres précieuses brillantes qui simulent le soleil, la lune et les étoiles. Une grande quantité de mercure circule dans les fossés, reproduisant les rivières, les fleuves, les lacs et les mers. La construction de ce mausolée dura 39 ans et à l'apogée, le nombre total de travailleurs atteignait 720 000 personnes. La superficie totale de ce mausolée équivaut à 63 cités interdites. Vue du ciel, la grande muraille de la dynastie Ming vainc l'érosion du temps et laisse des lignes ininterrompues. En revanche, il est difficile de trouver les traces laissées par la Grande Muraille de la dynastie Qin. Nous ne pouvons qu'imaginer les travaux infinis de la Grande Muraille Qin par celle de la dynastie Ming. Les tours de feu d'alarme servaient à transmettre les messages. Autrefois, quand les ennemis approchaient des frontières, les gens allumaient des feux dans ces tours. Pour avoir des fumées encore plus intenses et denses, les gardiens ajoutaient des excréments de loup. Ces fumées, comme des relais, transmettaient rapidement les messages au loin. Pendant différentes dynasties, les soldats qui étaient cantonnés sur la Grande Muraille habitaient dans des bastions similaires. Les bastions sont à proximité de la Grande Muraille et les soldats pouvaient y accéder en un rien de temps. Les circulations de l'Empire Qin s'étendaient dans toutes les directions. Une des routes commençait à partir de la ville de Xianyang et accédait à la ville actuelle de Baotou en Mongolie intérieure, soit une longueur totale de plus de 700 km. Les passages droits et la Grande Muraille sont 2 méga-projets qui s'effectuèrent en même temps. L'un facilitait la circulation, l'autre la bloquait. La Grande Muraille empêcha les Huns d'envahir. En revanche, les passages droits lièrent les frontières et la capitale de l'Empire Qin. Dans le voyage suivant, nous allons nous approcher petit à petit d'une autre dynastie brillante. Les propriétaires du mausolée de Tianling sont Wu Zetian et son époux, l'empereur Gaozong de la dynastie Tang. Le mausolée de Tianling est le seul mausolée où repose un couple impérial chinois.
Sur les deux côtés de la voie sacrée de ce mausolée se dressent 61 statues en pierre. Il y a plusieurs raisons concernant la destruction de ces statues. La légende dit que pendant la dynastie Ming, un grand séisme de plus de 8 de magnitude a causé cette grande destruction. Les modèles de ces statues en pierre furent des ambassadeurs étrangers venant des pays d'Asie et d'Europe. La ville de Chang'an possédait un pouvoir d'attraction incomparable et extraordinaire. Cette ville est appelée Xi'an depuis plus de 600 ans. Mais pendant les 1500 ans précédents, elle fut Chang'an. Et elle fut connue sous ce nom-là dans le monde entier et attirait tous les regards. La grande pagode de l'Oie sauvage est un repère de Chang'an, de la dynastie Tang. Vu son âge, elle est obligée d'être souvent restaurée. C'est le moine éminent Xuanzang qui se chargea de sa construction afin de préserver les sutras et les statues de Bouddha qu'il avait ramenées d'Inde. À l'époque, avec ses 60 mètres, la pagode était supérieure à tous les autres bâtiments. Partout, les gens pouvaient l'admirer. Au fil du temps, par des reconstructions et modifications, elle est devenue plus grande. Maintenant, cette pagode préserve encore le modèle de la dynastie Ming. Et au 3e étage se trouvent encore 2 pages des sutras que Xuanzang a ramenés. En tant que point de départ de la route de la soie, Chang'an posséda de prospères marchés. Durant la dynastie Tang, la superficie de Chang'an équivalait à 7 fois Constantinople, la plus grande ville européenne à l'époque. Et à son apogée, la population de Chang'an surpassa 1 million. Chang'an, métropole extraordinaire, qui joue un rôle de premier plan, est devenue l'origine de la civilisation urbaine orientale. Voici le palais royal de la dynastie Tang. Il s'agissait du plus grand groupe de palais construits en briques et en bois au monde. Aujourd'hui, il a été réduit à un 15e de sa taille originale et installé à côté des ruines du palais d'Aming. Une partie du palais d'Aming a été rétablie. Par exemple, cette terrasse d'une hauteur de 15 mètres, sur laquelle auparavant était dressé un palais, fut un lieu important où se déroulaient les cérémonies de la dynastie Tang. Aujourd'hui, nous pouvons retrouver encore une image de la ville de Chang'an à travers les villes japonaises telles que Kyoto et Nara. Kyoto a par ailleurs pris Chang'an comme modèle de construction. Le marathon est devenu un emblème de plusieurs villes. Par exemple, le marathon de Shanghai s'appelle Changma, celui de Xiamen s'appelle Xiama et celui de Beijing s'appelle Bema. Mais celui de Xi'an s'appelle Changma, puisque le marathon de Xi'an a lieu sur la muraille, et Chang est muraille en chinois. Pendant chaque dynastie, la muraille de Xi'an a reçu des restaurations et celle que nous voyons aujourd'hui est le reste de la dynastie Ming. Tout autour de la muraille, les gens ont construit un parc et en même temps, ils ont créé le cercle de vie des habitants de Xi'an.
Pour la plupart des villes, leur élargissement se manifeste par la hauteur et les frontières. La ville de Xi'an est un fruit de superposition du temps dans un même espace. Les gens tournent dans la ville et la traversent. Le temps et l'espace, des 13 dynasties, dont celle des Qin, des Han, des Tang et des Ming, se rassemblent ici. Dans l'ancienne culture, la toute nouvelle ville continue de superposer de nouvelles valeurs sur les anciennes, tout comme un arbre avec ses branches et ses feuilles. Pendant ce voyage, nous allons découvrir les paysages totalement différents des deux côtés des monts Qinling, tout en sentant l'humidité des champs en terrasse du côté sud et en visitant les champs en terrasse avec une vue tout à fait différente du côté nord. Ensuite, nous allons nous envoler vers les hautes montagnes pour découvrir la seule prairie naturelle de la province du Shanxi. Les monts Qinling, qui traversent la Chine horizontalement, empêchent la vapeur de remonter vers le nord. D'innombrables ruisseaux naissent ici et deviennent l'origine de la rivière Hanjiang. La rivière Hanjiang est le cours d'eau avec le plus grand débit de la province du Shanxi. Il y a plus de 2000 ans, cette rivière a engendré une toute puissante dynastie, la dynastie Han. Le peuple Han, l'ethnie Han, les caractères des Han viennent tous de la rivière Hanjiang. En tant qu'affluent de la rivière Hanjiang, la rivière Chunhe traverse cette ville en zigzag. Voici le dernier trajet de la rivière Hanjiang dans le Shanxi. Après avoir couru les vallées du versant sud des monts Qinling, il va créer une plaine alluviale de 46 000 km² dans la province du Roubaix. Le bassin Ranzhong, nourri par la rivière Hanjiang, est riche en produits. Chaque année, en mars, c'est la bonne saison pour les fleurs de colza. En Chine, tous les ans, les colzas cultivés dépassent les 6,7 millions d'hectares. Dès février, comme les oiseaux migrateurs, les fleurs de colza traversent le territoire chinois du sud au nord. Ce voyage parcourt plus de 30 latitudes. Nous pouvons les trouver non seulement à Hainan, le point le plus au sud de la Chine, mais aussi en Mongolie intérieure, à l'extrémité nord. Les fleurs de colza de Ranzhong se trouvent aux alentours du 32e degré de latitude nord. Et là-bas, il y a une zone mondiale des fleurs de colza, avec une longueur de plus de 2000 km. Chaque année, les graines de colza produites dans cette zone occupent un quart de la quantité totale dans le monde. La province du Shanxi, qui occupe une partie du nord et une partie du sud, possède en même temps deux allures, qui composent deux genres totalement différents des champs en terrasse. Dans le sud de la province du Shanxi, le système fluvial, avec un grand débit, irrigue plus de rizières. Comme dans les rizières du sud de la Chine, les gens y cultivent le riz.